Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le gouvernement institue un code de l'urbanisme et du foncier urbain, a annoncé son porte-parole. C'était à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi des mesures pour réduire considérablement le volume des litiges. Sidi Touré a aussi parlé du renforcement des capacités des hôpitaux pour un service de qualité aux populations. Dans l'actualité également, cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nanamboa Kwasi III, félicite le chef de l'État pour la bonne marche du pays. Il a traduit la reconnaissance des populations de la région pour les actions de développement et de paix posées dans les localités de l'Est du pays. Et puis ils sont réunis à Dakar au Sénégal et il s'y tient la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président Macky Sall est élevé au grade de Grand Croix dans l'ordre de la Pléiade pour sa contribution aux valeurs de paix et de développement. Un conseil des ministres a tenu ce mercredi au palais de la présidence la rencontre hebdomadaire présidée par le chef de l'État. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour: le renforcement des hôpitaux de référence du Grand Abidjan, la mise en œuvre d'un code de l'urbanisme, autant de questions et bien d'autres abordées. Voici le point complet avec Viviane Aïmen. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 29 janvier sous la présidence du chef de l'État a décidé le démarrage bientôt d'un vaste chantier de renforcement des hôpitaux de référence du Grand Abidjan. Les travaux vont concerner les différents hôpitaux généraux d'Anyama, Koumassi, Port-Boué, Dabou, Bingerville. Ces travaux vont permettre d'accroître la capacité d'accueil de ces établissements sanitaires de référence. Ce projet cible plusieurs hôpitaux de première référence du Grand Abidjan qui bénéficieront de travaux de réhabilitation, d'extension, de l'accroissement des capacités d'accueil et de nouveaux équipements techniques. L'hôpital général d'Anyama sera réhabilité avec la construction d'un bâtiment regroupant le service des urgences et aussi près de 100 lits d'hospitalisation chirurgicale et de maternité seront mis à disposition dans cet hôpital. Au niveau de Dabou, il sera construit un nouveau centre hospitalier régional, un CHR, pour une capacité d'environ 90 à 100 lits. Et complémentairement à ce nouveau CHR, l'hôpital qui existe par ailleurs, qui est l'hôpital général, bénéficiera de quelques interventions pour mettre à niveau cette institution sanitaire. Au niveau de Port-Boué, il y a l'hôpital général de Port-Boué qui sera entièrement réhabilité, avec en particulier la construction et l'équipement d'un bloc technique pour les urgences, les blocs opératoires et bien sûr des services de diagnostic. Au niveau de Bingerville, ce sera l'hôpital général et l'hôpital psychiatrique de Bingerville qui seront réhabilités. L'hôpital général de Koumassi bénéficiera aussi d'importantes mesures d'accompagnement pour l'élargissement de sa capacité de 90 à 100 lits. Donc ce sera globalement près de 610 lits qui seront ainsi viables et disponibles sur le district d'Abidjan pour un financement de près de 65 milliards de francs CFA. Autre mesure d'importance qui vient d'être adoptée, c'est la mise en place désormais d'un code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, ce qui aura l'avantage d'apporter plus de clarté au processus d'acquisition des terrains urbains. Ce projet de loi rassemble les normes législatives et réglementaires existantes dans les domaines du foncier urbain et de l'urbanisme en un texte unique et actualisé. Ce dispositif vise à améliorer la qualité des règles d'urbanisme, à renforcer la protection de la propriété foncière en zone urbaine et à sécuriser au mieux les transactions portant sur les terrains urbains de façon à réduire considérablement le volume des litiges fonciers. La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire est depuis ces dernières années dans une phase active marquée par la sensibilisation des planteurs, mais aussi la répression des vendeurs de main-d'œuvre enfantine. Le Conseil des ministres décide de renforcer dans ses attributions et son fonctionnement le système d'observation et de suivi du travail des enfants, en abrégé SOSTECI. Le SOSTECI
est un système de veille, d'alerte précoce et d'intervention dans le domaine de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Conçu en collaboration avec tous les acteurs de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail, le SOSTECI a vocation à développer une base de connaissances sur le travail des enfants, de façon à mettre en place des stratégies de prévention et de protection durable des enfants en situation de travail et d'assurer une bonne coordination des actions initiées en la matière. Épidémie de pneumonie causée par le coronavirus, les ressortissants ivoiriens vivant dans cette région seront-ils rapatriés par le gouvernement ivoirien? Non, la réaction en la matière n'est pas le rapatriement de nos compatriotes parce que au risque de créer des vecteurs de propagation de cette maladie. C'est plutôt assister nos frères et sœurs pour pouvoir contenir la maladie et puis si possible les accompagner. Par ailleurs, le Conseil des ministres a aussi enregistré plusieurs nominations. On en sait plus justement sur cette affaire de coronavirus. Il n'en est rien. Les examens du cas suspecté se sont révélés négatifs. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était sur le plateau du journal de 20h ce soir pour donner plus de détails sur cette affaire. Eugène Akaolé a aussi appelé à la vigilance par le respect des mesures de prévention. Je vous invite à l'écouter. Le samedi 25 janvier 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'un malade présentant des difficultés respiratoires et une toux en provenance de Pékin, c'est-à-dire de la Chine. Ce malade a été donc immédiatement pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des prélèvements ont été effectués et acheminés au laboratoire pour analyse. Ce mercredi 29 janvier 2020, les résultats des échantillons analysés par les instituts Pasteur de Côte d'Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus 2019 nCoV. À la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial ce jour. C'est donc le lieu de rappeler aux populations le respect scrupuleux des mesures de prévention en vigueur, notamment. Premièrement, il faut éviter le contact avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës. Deuxièmement, il faut se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement. Troisièmement, il faut éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages. Quatrièmement, il faut utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer et tousser dans le pli du coude, puis se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Enfin, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et difficultés respiratoires. Le président de la République a reçu hier mardi le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nana Bouakwasi III, était accompagné des chefs de canton. Il est venu traduire au chef de l'État la reconnaissance des populations de la région pour les actions de développement et de paix posées dans cette localité de l'Est du pays. On fait le point avec Awatouri. Le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III, accompagné des chefs de canton, des membres de sa cour, au palais présidentiel pour adresser ses félicitations au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses grandes réalisations et surtout ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Nana Bouakwasi III a par ailleurs exprimé au chef de l'État la reconnaissance des populations de l'Indénié et de tout l'Est de la Côte d'Ivoire avant de se réjouir du regain de vitalité que connaît le pays. Au cours de cette audience, Nana Bouakwasi III a tenu à remercier le chef de l'État, à le féliciter pour la bonne conduite des affaires de l'État, pour le développement et la paix que la Côte d'Ivoire enregistre. Sa Majesté a tenu à exprimer sa fierté au chef de l'État en raison du succès que le chef de l'État remporte à la tête du pays. Il s'est réjoui de ce que,
à la tête du pays, tout le pays est en développement. Et le peuple de l'Indénié, tout l'Est de la Côte d'Ivoire, comme l'ensemble du pays, connaît un regain de dynamisme en raison des infrastructures et de la croissance. Il a tenu à remercier le chef de l'État pour le choix qu'il a porté sur des hauts cadres du Zanzan, du Duablin, de l'Indénié, du Sud Komoué, qui, aux côtés du chef de l'État, font un travail remarquable. Il a formulé des vœux pour que le chef de l'État ait la santé et qu'il puisse avoir toujours la force de conduire la Côte d'Ivoire dans la paix et la stabilité. En retour, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté Nana Bokassa III, qui depuis toujours l'a soutenu et lui a apporté assistance et conseil. Le chef de l'État lui a fait l'état de la nation, la situation du pays, tant sur le plan national que sur le plan international, le succès que la Côte d'Ivoire remporte. Il a également formulé le vœu que le Nana Bokassa III ainsi que l'ensemble des rois et chefs du village apportent leur soutien pour que la Côte d'Ivoire continue dans la paix et dans la fraternité. Il faut noter que le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ont pris part à cette rencontre. On reste avec Awa Touré au palais de la présidence pour parler cette fois de la rencontre entre le vice-président de la République et le président de l'association familiale Miliès. Ce groupe veut renforcer et diversifier ses activités en Côte d'Ivoire. Cette entreprise française veut s'intéresser notamment au secteur du logement et des énergies renouvelables. L'association familiale Miliès veut étendre ses activités en Côte d'Ivoire à d'autres domaines, notamment les secteurs du logement, de l'énergie renouvelable et de l'aménagement. Une délégation de cette association, propriétaire des marques Auchan, Decathlon, Leroy Merlin et Kiabi, conduite par son président Barthélémy Guislin, est venue faire au vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan le point sur les activités du groupe en Côte d'Ivoire. Remercier Monsieur le Vice-président d'avoir pris le temps de nous accueillir. Pour nous, c'est un moment très important. Vous savez que nous sommes une grande famille d'entrepreneurs, que nous représentons beaucoup d'entreprises françaises. Et ce que j'ai pu signifier à Monsieur le Vice-président, c'est notre intention, notre ambition d'investir désormais fortement en Côte d'Ivoire. L'association familiale Miliès est un groupe français qui compte 750 actionnaires. Elle est actionnaire majoritaire de 120 entreprises avec plus de 850 000 collaborateurs à travers le monde. À Dakar, il se tient la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président sénégalais Macky Sall était présent au deuxième jour des travaux. Il est venu apporter son soutien aux parlementaires. Il leur a également fait part des attentes des chefs d'État africains. Mahama Traoré est notre envoyé spécial dans la capitale sénégalaise. Le président sénégalais Macky Sall devait recevoir les parlementaires francophones à la fin de leurs assises, mais il a choisi de venir les rejoindre en raison de son agenda chargé. Le chef de l'État sénégalais est venu apporter son soutien aux travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, une institution qu'il connaît bien pour en avoir occupé les fonctions de vice-président lorsqu'il fut président de l'Assemblée nationale du Sénégal entre 2007 et 2008. Macky Sall se satisfait de la pertinence des sujets abordés lors de cette réunion. À l'instar de ses pairs francophones, il fonde de réels espoirs sur les propositions des députés et sénateurs francophones en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, particulièrement dans le Sahel. Aujourd'hui, les efforts du continent les efforts de développement sont en train d'être annihilés complètement par cette situation qui nous est imposée par des gens sans foi ni loi qui veulent tout simplement déstructurer aujourd'hui le continent. Et nous devons faire face. Et il faut une coalition internationale large pour venir à bout de ce qui est en train de se passer dans le Sahel et partout ailleurs en Afrique. Je sais que de par l'expérience cumulée que vous avez, vos conclusions nous seront très bénéfiques et accompagneront aussi les efforts des chefs d'État dans la lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme de façon globale
et aussi notre combat pour le développement de l'Afrique. Macky Sall, élevé par le président de l'APF, Amadou Soumaoro, au grade de Grand Croix dans l'ordre de la Pléiade, une distinction relevant de l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, décernée aux personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux et les valeurs de coopération, d'amitié, de solidarité et de paix prônés par la langue française. L'APF prévoit également d'élever à ce rang les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron de France et Paul Kagame du Rwanda. Avec Sidonie Davila, parlons de cette autre distinction. Ici, en Côte d'Ivoire, Mohamed Karim Mounir, le président du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Une cérémonie organisée dans les locaux de la grande chancellerie à Cocody. L'État exprime ainsi sa reconnaissance à cette personnalité pour sa contribution au développement du pays. Avec son groupe, la Côte d'Ivoire a obtenu de 2012 à 2019 plus de 800 milliards de francs CFA d'investissement, des projets de développement dans divers secteurs. Mohamed Karim Mounir est le président directeur général de la Banque Centrale Populaire, BCP, également président du groupe Atlantic Bank. Reconnu pour ses compétences professionnelles et ses qualités humaines, la nation ivoirienne, par le ministre de l'Économie et des Finances, lui a décerné la médaille de commandeur de l'ordre national. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de distinction qui traduit avant tout toute la profondeur des relations historiques et fraternelles entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, voulu et entretenu par son Excellence le président Alassane Ouattara et par Sa Majesté le roi Mohamed VI. À travers la décoration de Mohamed Karim Mounir, c'est toute la famille de l'économie qui est honorée. Cette distinction fait la fierté de son pays d'origine, le Royaume du Maroc, et la Côte d'Ivoire, son pays d'accueil. Nous sommes ravis de créer de l'emploi, d'apporter du financement à l'économie. Aussi, cette manifestation souligne la fraternité entre nos deux chefs d'État. C'est la marque en tout cas de la reconnaissance de la contribution de ce groupe au développement économique et social de notre pays. Ceci devrait motiver et encourager en tout cas ce groupe à continuer à faire confiance à la Côte d'Ivoire. Une fierté diversement exprimée. Personnalités politiques et économiques, famille, amis et connaissances de Mounir Karim ont été tous témoins de cette distinction qui marque l'excellence des relations entre deux États, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Le ministre des Transports vérifie les installations de sécurité à l'aéroport d'Abidjan. Amadou Koné était sur la plateforme aéroportuaire de Port-Boué depuis le décès du jeune Annie-Laurent Barthélémy dans le train d'atterrissage d'un avion. Des mesures ont été arrêtées. Les moyens de surveillance seront renforcés. Plus de détails avec Mamadou Kouassi. Le ministre des Transports, accompagné des responsables des structures intervenant dans la chaîne de sécurité de la plateforme aéroportuaire, visite l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils veulent s'assurer de la mise en œuvre effective des différentes mesures de sécurité et de sûreté prises depuis le 9 janvier dernier. Une visite à pied, puis en hélicoptère, a permis de passer en revue l'ensemble du dispositif sécuritaire de l'aéroport d'Abidjan et aussi relever ce qui pourrait constituer des failles afin de les corriger. Ce qui concerne la structure de l'État, augmenter donc les moyens opérationnels, notamment pour la gendarmerie de l'aéroport, et pour ce qui concerne donc des structures concessionnaires, nous leur avons demandé de prendre en compte un certain nombre d'aspects relatifs notamment à l'éclairage de la clôture, sans que cela ne gêne donc la navigation, parce qu'il y a des règles strictes en matière d'éclairage des aéroports. Le ministre Amadou Koné rassure la population de la poursuite des actions en vue d'assurer davantage la sécurité des passagers. De renforcer à nouveau le plan d'action. D'autres réunions vont se poursuivre, mais nous suivons donc de près la mise en œuvre de ce plan de sécurité, de renforcement de sécurité et de sûreté. Je voudrais rassurer les uns et les autres que notre aéroport a un bon niveau de sécurité et de sûreté et qu'il s'agit
donc de faire une évaluation. Le drame est arrivé, donc de faire une évaluation et de renforcer davantage. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Ces différentes mesures de sécurité et de sûreté prises pour l'aéroport d'Abidjan seront exécutées sur l'ensemble des aéroports de Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 15 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la modernisation de la sécurité de l'aéroport ces dernières années. Déjà, une opération de déguerpissement a démarré en vue d'éloigner davantage les habitations de l'aéroport d'Abidjan. Et toutes ces mesures contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Le plan national de développement 2021-2025 est une priorité pour le gouvernement. Le pays veut renforcer sa croissance économique. La mise en œuvre du PMD évoquée au cours d'une rencontre. La ministre du Plan Nialé Kaba exhorte ses collaborateurs à consolider les acquis. Finaliser le plan national de développement PND pour la période 2021-2025. C'est l'une des actions prioritaires du gouvernement pour l'année 2020. Objectif, maintenir le cap des acquis du PND 2016-2020. Notre pays se positionne dans le top 10 des pays à plus forte croissance dans le monde, avec un taux de 7,5% en 2019. Le produit intérieur brut par habitant a augmenté de 38% relativement à son niveau de 2012. D'où cet appel à l'implication de tous lancé par le ministre Nialé Kaba. Les grands défis du ministère du Plan sont des chantiers importants pour lesquels le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, attendra de nous de l'efficacité des résultats. Je voudrais donc vous inviter à l'engagement pour l'atteinte de ces objectifs dans un esprit de cohésion, de solidarité et de recherche de l'excellence. Outre la finalisation du PND 2021-2025, on note l'adoption d'une nouvelle comptabilité nationale, la réforme du système statistique national, le 5e recensement général et l'organisation de grands événements, tels l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. C'était un reportage de Nadia Edia et Lansine Bakayoko. Je vous emmène à présent à New Delhi, en Inde. Les pays invités à accélérer les paiements électroniques dans le cadre de la protection sociale. Le modèle indien est justement l'un des plus avancés. Les participants ont été exhortés à une culture du numérique. Ils ont également abordé la question de l'inclusion financière. Envoyé spécial, Hervé Blé. De New Delhi, ils sont repartis plus que jamais déterminés à accélérer dans leurs pays respectifs les paiements numériques au titre de la protection sociale. Ivoiriens, Béninois, Burkinabés, Sénégalais et Camerounais ont beaucoup appris de l'expérience indienne. Le gouvernement, pour assurer les versements des prestations au titre de la protection sociale, a en effet développé l'un des écosystèmes de paiement numérique les plus avancés au monde. Il a pour cela utilisé les nouvelles technologies de l'information et de la communication, institué en 2013 la réforme majeure des transferts sociaux pour des prestations plus efficaces au profit des personnes défavorisées. Ce qui est extraordinaire sur le modèle indien, c'est qu'on a ce qu'on appelle le giving back. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont préféré revendre leur start-up et revenir quitter la Silicon Valley et revenir dans leur pays, apporter leur vécu. Et c'est pourquoi l'Inde a pu facilement bâtir un écosystème performant en matière de digitalisation des paiements des prestations sociales. Je retiens l'engagement politique en mettant en place l'infrastructure. Le deuxième aspect, c'est cette synergie d'action entre le secteur public et secteur privé. Dans tous les ménages, ils ont une culture en fait de l'électronique et je pense que ça a été des facteurs favorables qui ont boosté en tout cas la digitalisation des paiements électroniques ici. L'expérience indienne est une source d'inspiration dans bien de domaines pour la délégation ivoirienne. La chaîne nationale de solidarité que nous avons lancée, c'est encourager chaque Ivoirien à faire un don, à partager avec l'autre qui en a moins. Cette chaîne de solidarité permet de secourir les plus vulnérables, d'apporter le sourire à ceux qui en ont besoin et sur les larmes de ceux qui pleurent. Et tout le monde peut contribuer, quel que soit le montant. Et justement, nous sommes en train de parler de numérisation. On peut utiliser les paiements numériques, pourquoi pas? C'est une possibilité à envisager. À New Delhi, il a été aussi question d'inclusion financière. Sur le terrain, les participants au Bitter Danka Challenge ont pu apprécier
Comment l'Inde, qui abrite le plus grand nombre de personnes non bancarisées au monde, a, grâce à sa nouvelle infrastructure financière, relié des centaines de millions de personnes au système financier. Dernier point au programme du séjour indien de la ministre Maria Toukone, une visite de courtoisie à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Delhi. Nommé récemment, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde est attendu à la mi-février. La RTI passe le cap de 1 million d'abonnés sur YouTube. Le groupe a aussi plus de 3,8 millions de personnes qui suivent les chaînes sur les réseaux sociaux. La firme Google, administratrice, j'y arrive enfin, de YouTube, a décerné à la direction générale de la RTI le prix Or, une distinction pour saluer les efforts entrepris depuis quelques années en faveur de la digitalisation des programmes. Le 8 mars marque la Journée internationale de la femme. Ici en Côte d'Ivoire, l'événement se prépare. Le pagne de la cérémonie est déjà disponible. C'est un symbole de l'union et de la diversité culturelle. La gente féminine veut ainsi apporter sa contribution au vivre ensemble dans le pays. Patricia Omouetia. Le pagne de la Journée internationale de la femme est le symbole de l'union, de l'ouverture d'esprit pour l'acceptation de la diversité culturelle. C'est un désir pour les femmes d'impacter positivement la société ivoirienne. Le pagne qui symbolise la femme africaine incarne un thème et un message. Il est donc de tradition pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de choisir à chaque commémoration un pagne comme uniforme. La richesse des couleurs de ce pagne symbolise l'engagement des femmes à faire de notre riche diversité culturelle, ethnique, religieuse, un atout pour la paix, l'union et la cohésion sociale. La ministre a également invité les hommes à se procurer le pagne en tant que e-forchi pour soutenir les femmes dans leur quête de la paix. Le pagne est disponible en plusieurs couleurs, notamment l'orange, le vert, bleu, le violet et le marron. Le lancement officiel de la 29e édition de la Journée internationale de la femme sera lancé dans les jours à venir. Et puis la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant prône également la parité. Elle a plaidé pour une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues. Bakayoko Liramata a rencontré le président de la commission électorale indépendante. Cette séance de travail s'inscrit dans la perspective de l'élaboration du nouveau code électoral. Michel Digré. Représentation des femmes dans les assemblées élues. La commission électorale indépendante est en phase avec Bakayoko Liramata. À l'issue de cette séance de travail, la ministre donne les enjeux de cette rencontre. La première préoccupation est de la prise en compte des dispositions de la loi du 14 octobre 2019 favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Cette loi institue donc un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats pour tous les scrutins. Il s'agit des élections législatives, municipales, des conseillers des districts. Pour le président de la commission électorale indépendante, l'institution qu'il dirige prendra toutes les dispositions pour appliquer cette nouvelle loi. Il est donc fixé désormais que comme condition de recevabilité des candidatures, un certain quota au profit des femmes. Donc l'organe qui gère les élections est donc recevable à recevoir Madame le ministre de la Femme qui, avec son leadership éminent, a donc porté cette loi qui est devenue aujourd'hui une loi de notre État. Donc il est bon que l'organe que nous sommes puissions avoir une séance de travail afin que, à bonne date, à l'occasion de la réception des candidatures, nous puissions donc aviser et appliquer cette nouvelle loi qui vient d'être promulguée. Bakayoko Liramata a également plaidé pour la création d'une cellule genre au sein de la commission électorale indépendante. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, le bilan s'alourdit. 38 personnes tuées dans une nouvelle attaque dans la région de Beni. 3 villages ont été ciblés par les rebelles ADF. Les massacres ont duré toute la nuit de mardi. La tuerie s'est déroulée près de 2 semaines après la prise de Médina, le quartier général des rebelles par les FARDC, l'armée congolaise. Les ADF sont tenus responsables de la mort de près de 250 civils dans des attaques durant les 2 derniers mois de 2019. D'après les experts, les ADF se vengent depuis novembre sur les civils de l'offensive lancée par l'armée congolaise
contre leur base dans la forêt et la jungle autour de Beni. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.